suivi de rencontre, secrétaire permanent de l'organisation. L'objectif de développement durable prôné par les Nations Unies à l'horizon 2030 concerne à titre particulier l'Afrique et l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Notre commune organisation participe à donner corps à la fois à la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement, mais également à l'atteinte des objectifs de développement tels que prescrits par les Nations Unies. L'apport du droit OHADA dans la mise en œuvre et l'atteinte des objectifs se structure ainsi qu'il suit. Relativement à l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes, au DD1, le statut de l'entrepreneur intervient à ce niveau. Il favorise l'essor des activités socio-économiques informelles à travers la mise en œuvre du dit statut. Le secteur informel constitue, comme vous le savez très bien, 90% des activités économiques en Afrique. Et l'entrepreneur français auquel s'inspire le statut de l'entrepreneur OHADA permet de lutter contre la pauvreté, de favoriser l'inclusion de l'informel dans le formel et d'accroître la richesse nationale tout en augmentant le taux de bancarisation et le développement socio-économique. Il y a également les coopératives OHADA. Les coopératives OHADA exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine et sont un moyen efficace de lutter contre la pauvreté et le chômage. Et ces coopératives, à l'opposé des sociétés commerciales, se préoccupent principalement du bien-être ou du mieux-être socio-économique de ses membres. Relativement à la protection de la planète et la prospérité pour tous, lutter contre le changement climatique au DD7, la responsabilité sociale des entreprises est une notion chère à l'OHADA qui se propose d'inclure dans son programme annuel d'harmonisation un volet important relatif à l'économie verte et à la responsabilité sociale des entreprises en vue de lutter contre le changement climatique et de participer à la protection de l'environnement. En ce qui concerne l'encouragement de l'innovation tel que demandé par l'ODD numéro 6, le numérique est un moyen efficace de diffuser et de vulgariser le droit OHADA. Le droit OHADA reconnaît désormais la validité des documents électroniques, la dématérialisation des formalités administratives des entreprises et des garanties de crédit. Il autorise également la tenue des assemblées générales par visioconférence et l'OHADA dispose d'un recueil électronique de jurisprudence et d'une bibliothèque numérique. L'organisation prospecte des pistes en vue de l'institution de l'intelligence artificielle qui pourra permettre de régler plusieurs litiges par le recours au cyberdroit dans le cadre du laboratoire de cyberjustice et de la justice prédictive. L'OHADA s'apprête à lancer le projet de modélisation contractuelle OHADA à forte densité de contenu durable, ce qui permettra d'inclure dans l'espace les contrats et investissements OHADA de développement durable. La justice et la paix sociale relativement à l'ODD 8 constituent également une préoccupation de l'organisation qui se propose d'assurer la sécurité juridique et judiciaire. La haute juridiction supranationale pour ses 17 États membres permet l'accès à une justice crédible, équitable et transparente, socle de toute paix et de tout développement socio-économique. L'arbitrage et la médiation sont également évités au niveau de l'OHADA comme des modes alternatifs de règlement des différends, ce qui permet de concilier les parties et d'assurer le processus de l'équilibre social et de la paix sociale. Ainsi, l'OHADA participe à sa manière à l'atteinte des objectifs de développement durable. L'apport de l'OHADA au projet d'infrastructure inclusif à impact, mines, énergie, construction est considérable. Le droit OHADA réglemente plusieurs jalons de ce grand projet. Nous pouvons citer en ce sens le droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, le droit des sûretés, le droit de l'arbitrage et de la médiation, le droit commercial général, le droit du recouvrement des créances et des voies d'exécution. Outre ces législations, le droit OHADA se propose d'encadrer le partenariat public-privé en vue d'attirer dans la zone OHADA les investissements et de permettre
le développement socio-économique de notre espace communautaire. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de pouvoir modérer cette première table ronde. Tout d'abord, je souhaiterais remercier la députée Stéphanie Kerbar pour cette invitation et cette initiative qui est importante, qui arrive à point nommé pour continuer des engagements, pour continuer aussi une énergie qui émerge sur la notion des investissements à impact. Et aujourd'hui, cette première table ronde aura pour cadre justement le cadre réglementaire ou normatif. Nous avons justement aujourd'hui à cette table ronde beaucoup de décideurs, représentants de décideurs qui ont un impact sur les cadres normatifs et sur la gouvernance sur les investissements à impact. Nous allons organiser ce débat d'abord par un petit tour de table pour exprimer un peu votre mobilisation actuelle sur la question des investissements à impact. Et nous reviendrons après pour un échange et un peu plus d'interactivité sur des questions qu'on pourrait avoir les uns avec les autres. Nous pouvons commencer peut-être par David. Merci beaucoup, Raphaël. Madame la députée, Excellences, chers collègues, je voudrais remercier Madame la députée pour son invitation et je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Je voudrais parler des traités d'investissement comme cadre normatif pour les investissements à impact en Afrique. Les traités d'investissement et le RDIE, le règlement de différends entre investisseurs et États, offrent des protections aux investisseurs étrangers au-delà des contrats et du droit national. Ils sont un élément important du cadre normatif en Afrique par le nombre de traités, plus de 500, et le nombre de litiges, en forte augmentation avec plus de 100 contre les États africains. Je vais faire un constat et évoquer le contexte avant de considérer comment faire. Le constat, c'est que les traités d'investissement sont contestés. Il y a des vifs débats au Parlement, dernièrement aux Pays-Bas. En Afrique aussi, où l'Afrique du Sud est largement sortie du système. Beaucoup d'États s'efforcent de rééquilibrer les traités en remplaçant l'arbitrage privé dans le RDIE par une cour permanente avec des juges nommés par les États, en remplaçant tout le RDIE par une justice interétatique. C'est une approche dans le récent traité entre les États-Unis, le Canada et le Mexique qui remplacera la NAFTA, l'ALENA, et qui entrera en vigueur le mois prochain. Ou en s'efforçant de limiter ou exclure le traitement préférentiel des investisseurs étrangers face aux nationaux. Cependant, l'asymétrie des traités reste sujet à critique. Les traités créent des obligations pour les États hôtes, mais ils ne réglementent pas les entreprises. Celles-ci demeurent assujetties au seul droit national. On critique un système où les États ne peuvent jamais gagner, mais au mieux éviter de perdre. L'idée de rééquilibrer les traités en abordant la conduite responsable des entreprises pourrait permettre de répondre à ces critiques dans une certaine mesure et de renforcer le soutien public pour les traités. Et là, on rejoint un contexte beaucoup plus large sur la conduite responsable des entreprises dont nous parlerons aujourd'hui. Sur le contexte, je ferai deux remarques. Premier point, il existe une convergence remarquable sur les principes de la conduite responsable des entreprises, à l'OCDE, à l'ONU, au BIT, à la fois sur les obligations des États et les responsabilités des entreprises. Les principes sont déjà là. Deuxièmement, pour la mise en œuvre des principes, c'est un contexte en évolution rapide sur plusieurs plans. Les investisseurs cherchent des investissements responsables. Les règles nationales et régionales se multiplient. En France, on peut citer la loi sur le devoir de vigilance des entreprises ou la loi Pacte sur la responsabilité sociale des entreprises.
On peut encore citer les lois en Australie sur l'esclavage moderne ou aux États-Unis sur les minéraux de conflit. Il y a une demande croissante pour de la cohérence, pour que les États agissent dans tous les domaines pertinents de l'action étatique, y compris les traités d'investissement, où l'action est restée limitée jusqu'ici. Donc, diverses pressions pour agir en matière de traités d'investissement, pour promouvoir la conduite responsable des entreprises, mais que faire? À l'OCDE, nos travaux ont débuté en octobre 2019. Nous avons fait une première consultation publique au début 2020 avec des résultats sur notre site. Dans le débat sur la manière pour les États d'aborder la conduite, les responsabilités des entreprises, on oppose souvent les mesures volontaires et les mesures obligatoires. Il y a cependant une catégorie intermédiaire, les incitations. On n'oblige pas, mais on fait une offre sous condition, libre à chacun de se décider. Or, les traités d'investissement sont souvent vus aujourd'hui, en termes économiques, comme une forme d'assurance gratuite pour les risques politiques, une forme d'aide de l'État. D'où une possibilité de la conditionner, ou certaines de ces protections, à une observation par l'entreprise de normes de comportement, et notamment l'exercice d'une diligence raisonnable dans les domaines pertinents, comme l'anticorruption, l'environnement ou les droits de l'homme. La diligence raisonnable, ou la compliance, joue déjà un rôle clé dans la responsabilité ou les sanctions pénales pour les entreprises dans des pays comme les États-Unis, la Suisse ou le Royaume-Uni. Bien sûr, ce n'est qu'une idée parmi d'autres, et nous sommes au début de nos réflexions et consultations. De manière plus large et en conclusion, je dirais qu'il est surtout important à ce stade d'inclure les traités d'investissement dans le débat sur les responsabilités des entreprises, y compris sur les mesures proposées quant à la diligence raisonnable. Comme l'a remarqué le Premier ministre Édouard Philippe lors d'une récente colloque sur la compliance, nous sommes à la confluence de la probité, la souveraineté et la concurrence entre entreprises et entre États. Il faut éviter la naïveté, mais également la passivité. Merci. Hugues, peut-être continuer. Oui, merci beaucoup Raphaël. Merci pour cet exposé très intéressant. Moi je suis avocat associé du cabinet Fidal, qui est un des plus grands cabinets français et européens. On intervient dans tous les domaines du droit et en particulier dans le domaine des infrastructures et de l'énergie et de tout ce qu'on appelle les utilities, donc transport, eau, électricité, déchets, etc. Je suis responsable aussi de notre ligne marché Afrique, ce qui m'amène à travailler de manière très régulière sur des grands projets d'infrastructure, que ce soit des métros, des autoroutes, des projets d'électrification rurale ou de logements sociaux dans le bâtimentaire, etc. J'ai dit logements sociaux justement parce que je veux faire une transition là-dessus. Il y a, je crois, dans le sens large des infrastructures, pas uniquement aspect travaux publics, mais construction, bâtimentaire et autres, une prise en compte progressive de cet aspect, de cette brique sociale. Je suis un ancien juriste d'entreprise, parce qu'avant d'être avocat, j'étais chez Bouygues Construction pendant une dizaine d'années, entre 1998 et 2007. Et j'ai vu l'évolution dans ma pratique en tant qu'avocat sur la prise en compte de ces aspects sociaux. Il est difficile de faire une typologie juste, en tout cas exhaustive, de l'ensemble de la réglementation, que ce soit la jurisprudence, les différentes sources du droit, la doctrine et les lois sur la prise en compte de l'aspect social, puisque c'est ça dont on parle aujourd'hui. Ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a ce qu'on appelle la hard law, donc la loi qui s'impose, je vais essayer de simplifier, mais la loi qui s'impose à l'ensemble des administrés, à l'ensemble des citoyens et des entreprises, des personnes morales ou des personnes physiques. Et il y a la soft law, qui est une loi beaucoup plus, je dirais, indirecte, puisqu'elle n'a pas l'exécution de la chose jugée en tant que telle, mais qui, de plus en plus, notamment dans les entreprises, dans les chartes des entreprises, commence à imprégner le monde des infrastructures dans la prise en compte des projets. Pour rebondir sur ce que disait David, c'est ça. Je suis tout à fait évidemment sensible au sujet relatif à l'investissement, puisque nous-mêmes, dans notre métier,
notre profession d'avocat, nous avons à intervenir soit auprès des États, typiquement dans le cadre d'arbitrage, ce qu'on appelle des arbitrages liés à l'investissement, auprès de la CIRDI notamment, ICSID, ou de la CCI. On est amené à intervenir sur ces sujets d'investissement qui traditionnellement donnent effectivement une protection aux États. Alors c'est extrêmement important d'avoir cette protection-là parce que là aussi, je simplifie, je schématise, mais ce sont des conditions préalables à l'investissement. Si vous ne qualifiez pas dans un pays donné un certain nombre de conditions préalables à l'investissement, dont la possibilité d'aller à l'arbitrage international, ou ce qu'on appelle un traité umbrella, parapluie, qui va couvrir un certain nombre de clauses qui vont favoriser ou en tout cas assurer aux ressortissants internationaux un traitement juste et équitable, la clause de la nation la plus favorisée, vous l'avez rappelé de manière indirecte. Mais si ces dispositions-là ne se retrouvent pas, on va avoir beaucoup de difficultés à attirer les investisseurs. Alors aujourd'hui, pour rester sur le niveau international, je rappelle qu'il y a 3 niveaux de droit à peu près. Le niveau international, donc les traités bilatéraux, les traités internationaux. Donc typiquement, les traités sur les protections internationales, ce sont des traités internationaux qui sont reconnus comme tels par les États. La plupart des États ont souscrit à ces dispositions. Et après, il y a le niveau régional et le niveau local. Donc ça, c'est la base, le niveau international. Après, vous avez en dessous le niveau régional. Prenons l'exemple de l'Afrique. Il y a, au titre des droits régionaux africains, une production législative, réglementaire extrêmement importante, notamment au niveau de l'OHADA, mais pas uniquement, qui va donner un certain nombre aussi de protections aux investisseurs. Puis après, vous avez le niveau local. Le niveau local, ce sont soit des transpositions de ces directives au niveau communautaire, soit des initiatives qui sont parfaitement indépendantes de ces dispositions au niveau régional ou international, mais dont l'État va se saisir de plus en plus parce qu'on est, et là je rebondis sur ce que vous dites, je crois qu'il y a depuis maintenant 10-15 ans une reprise en main par l'État de la souveraineté. La souveraineté est un élément important parce que les États vont chercher à remettre en avant un certain nombre d'éléments nationaux. Alors c'est important dans l'aspect social, et je fais le lien, parce que typiquement dans les lois dites sur le local content, vous avez en Afrique, je pense, pouvoir dire qu'il y a quasiment 80 voire 90% des États africains qui ont maintenant une loi sur le local content. Alors c'est parti notamment des secteurs hydrocarbures, pétroliers, et petit à petit, ça a irrigué l'ensemble de la législation et la réglementation en Afrique. Vous les trouvez dans les marchés publics et vous commencez à les trouver dans les lois dites PPP, partenariat public-privé. Alors pourquoi je cite ça? Parce que ce sont les grands cadres juridiques qui vont s'imposer au niveau, qui vont en tout cas intéresser les stakeholders, donc tous les acteurs dans le monde des grands projets d'infrastructure, d'énergie, transport. Et ce qu'on voit également au niveau des entreprises, des secteurs privés, ce sont ce qu'on appelait la soft law, ce sont effectivement un corpus juridique qui tend à devenir juridique, qui s'inscrit donc dans cette tendance éthique compliance, qui vise à imposer en interne un certain nombre de règles liées à l'anticorruption, bribery, liées à la compliance, à la bonne gouvernance, à l'éthique et à la prise en compte du social. Alors, c'est manifesté par des politiques RSE et autres, mais de plus en plus, on voit également, dernier niveau, dans les contrats, une prise en compte dans les standards d'un certain nombre de contrats, notamment lorsqu'il y a des financements dits avec des DFI, c'est-à-dire avec des investissements des organismes financiers internationaux, des clauses standards types qui vont obliger les investisseurs, les contreparties à prendre en compte un certain nombre de dispositions sociales. Donc ça va se manifester par évidemment des engagements très forts en matière anticorruption, des engagements forts en matière de local empowerment, des engagements en termes de montée des compétences. Le renforcement de capacité ou capacity building est un exemple très concret qu'on rencontre tous les jours en Afrique. Donc je crois qu'il y a une prise en compte, moi en tant qu'avocat, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise en compte de plus en plus importante de nos clients, des gens avec lesquels on interagit, sur l'ensemble de ces sujets-là, qui se juridicisent, peut-être aussi avec l'influence américaine, anglo-saxonne là-dessus,
et qui petit à petit arrivent dans le cadre des pays émergents. Je ne vais pas faire trop long, mais on pourra redévelopper ces sujets. On pourra continuer après dans les échanges que l'on aura après. Donc on a eu très clairement une présentation par les 2 premiers intervenants sur le cadre normatif et réglementaire. Peut-être qu'avec nos autres intervenants, on pourra avoir peut-être une vision sur les questions de gouvernance, sur la gouvernance globale qui accompagne ces impact investing. Je voudrais peut-être laisser la parole à Camille Noisette, qui à la fois en tant que représentante de l'AMF, et puis aussi par vos expériences passées, notamment autour de la gouvernance chez Mirova ou autre. Merci, oui. D'abord, merci pour l'invitation. Je suis ravie de participer à ce panel. Donc effectivement, venant de l'AMF, l'éclairage que je pourrais apporter sera peut-être plus centré sur les marchés financiers, donc le cadre normatif qui est lié à comment faire évoluer les marchés financiers justement pour encourager cet investissement impact. Alors quand il s'agissait de préparer cette intervention, une des questions était notamment quel pourrait être le rôle de la France dans ce domaine-là. Alors on peut dire que dans ce domaine-là, déjà, la France s'est quand même illustrée par une mobilisation précoce sur la prise en compte des enjeux environnementaux, sociaux, et ce, par l'ensemble de l'écosystème. Et c'est ça qui est assez intéressant en France. On a eu une évolution réglementaire, d'abord du point de vue des émetteurs, des entreprises, avec des évolutions en termes de reporting extra-financier qui ont vraiment été majeures depuis 2001. Et donc la qualité de l'information publiée par les entreprises est quand même une condition préalable ensuite à une décision d'investissement, à un investissement qui est jugé fiable par l'investisseur sur ces sujets-là. Et par ailleurs, on a plus récemment le développement de la réglementation du côté des investisseurs et de la gestion d'actifs, avec ce fameux article 173 qui visait à demander aux investisseurs, aux gérants d'actifs, de rendre compte de la prise en compte des enjeux environnementaux et sociaux dans leur stratégie d'investissement, voire même d'expliquer en quoi leurs investissements contribuent à lutter contre le réchauffement climatique ou à favoriser la transition énergétique. Donc au niveau France, on a déjà un cadre normatif qui est quand même assez encourageant et qui peut permettre vraiment un développement de ce type de pratique. Alors, le développement, il se fait en France, mais aussi en Union européenne, à l'international, y compris aux États-Unis, qui était quand même le dernier peut-être bastion de résistance. Et on constate une vraie appétence qui monte sur ce type d'investissement. Et ce qui répond aussi finalement à des besoins venus des citoyens. Donc on voit qu'il y a une vraie dynamique qui mobilise l'ensemble de l'écosystème qui est vraiment intéressante. Ce qu'on observe, nous, côté AMF, c'est une augmentation, une hausse très rapide de l'investissement responsable ces dernières années. En revanche, on a encore du mal à quantifier le phénomène au niveau français, européen, international, du fait d'une multiplicité de labellisations dans le domaine de l'investissement responsable, de formes aussi que peuvent prendre le marché, d'acteurs qui sont mobilisés, etc. On constate aussi un intérêt croissant de la part des acteurs privés pour contribuer aux objectifs du développement durable, qui était à l'origine quand même un cadre de référence destiné, on va dire, au pouvoir public et dont les acteurs privés sont vraiment saisis. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est comment arriver à les décliner du coup pour ce monde privé, tant les investisseurs, il y a encore une publication des PRI, l'association de l'investissement responsable dans le monde, qui date de lundi, qui explique à ses membres comment prendre en compte les ODD, comment rendre compte de l'impact de leurs investissements sur les ODD. Et donc cette montée vraiment en puissance des ODD montre que finalement on passe d'une logique de conformité, d'une logique de gestion de risque à vraiment une logique de responsabilité et d'impact. Et en sens ça, c'est vrai que c'est un tournant qui est quand même assez intéressant et important dans le cadre de notre problématique. Peut-être plus spécifiquement au sein de cette dynamique d'investissement responsable, il y a une poche d'investissement qui grossit vraiment très vite, c'est celle justement de l'investissement à impact. Il y a une étude du Global Impact Investing Network qui a évalué les encours au niveau mondial. Donc l'étude date là de début 2020. Et ils ont constaté une croissance de 40% au cours de l'année dernière. Donc on a vraiment une vraie sensibilité qui naît sur ces investissements-là. Et ce qui est intéressant, c'est que ce network a posé la question à un échantillon de répondants, est-ce que la crise sanitaire va venir impacter cette tendance à vouloir faire de l'investissement à impact ?
et 60% quasiment des répondants ont dit non, on va continuer. Donc finalement, la crise ne va peut-être que même renforcer l'appétence pour ce type d'investissement à impact. Alors, à l'AMF, on croit beaucoup au rôle de l'Union européenne dans ce domaine. L'Union européenne qui construit un cadre vraiment prometteur qui vise à fournir des outils au marché, aux acteurs financiers pour justement pouvoir s'orienter vers ce type d'investissement. Ici, je voulais évoquer trois mesures prometteuses. Tout d'abord, grande pierre d'angle de la stratégie finance durable de l'Union européenne, c'est la taxonomie. Donc l'adoption du règlement européen a vraiment constitué une étape clé. Le Parlement l'a adopté hier, donc ça y est, on attend la publication au journal officiel. Et donc voilà, la taxonomie, enfin, c'est le résultat de 2 ans de travaux, mais c'est quand même une grande étape dans l'avancée des travaux européens. Ça va vraiment devenir un cadre de référence au niveau européen pour les investisseurs. Donc, je rappelle, l'idée, c'est vraiment d'avoir une classification des activités considérées durables du point de vue environnemental. Donc, considéré durable du point de vue environnemental, ça veut dire qu'il répond aux 6 objectifs que l'Union européenne s'est donnés dans le domaine environnemental. La taxonomie aujourd'hui est développée sur 2 pans, adaptation, atténuation du changement climatique. Donc on a déjà eu quand même plusieurs mois de travaux pour développer juste ce pan-là. Il faudra compléter avec les 4 autres objectifs. Et à terme, l'Union européenne aimerait bien développer un volet social aussi, justement. Donc on peut regretter que ce ne soit pas fait en parallèle, mais vu l'étendue des travaux, on peut le comprendre. L'idée, c'est vraiment de construire un langage commun que tous les acteurs peuvent ensuite utiliser pour justement encourager et flécher les investissements vers ces projets-là. Ce qui est intéressant avec cette taxonomie, c'est qu'elle va s'accompagner d'obligations pour les investisseurs, pour les émetteurs. Donc ça va vraiment devenir un texte central. Et on aura un canal privilégié pour les investissements. Alors il reste à savoir si et comment les acteurs vont s'en saisir, puisque sa technicité est largement reconnue. Et donc comment est-ce que ça peut être décliné au niveau des entreprises, puisque c'est une taxonomie qui se définit par activité et non pas par secteur ou par acteur, mais par activité. Donc beaucoup de questions sur comment la mettre en œuvre, mais un gros potentiel. On a une initiative qui s'appuie sur cette taxonomie qui rejoint pas mal les discussions d'aujourd'hui, c'est celle sur les green bonds, puisqu'au niveau européen, on essaye de mettre en place un standard pour encadrer ce produit, qui justement est quand même un des produits par excellence qui peut permettre de financer des infrastructures à impact, donc que ce soit des projets verts ou des projets sociaux. Donc là, au niveau européen, l'objectif, c'est justement de développer les obligations vertes en se basant sur la taxonomie verte. Et puis à terme, on peut imaginer une fois de plus un encadrement des obligations sociales. Sur ce type de produit, de la même façon, il y a beaucoup de défis qui nous attendent aujourd'hui. Comment s'assurer que le produit de l'émission obligataire est bien alloué au projet qui était annoncé par l'entreprise, par l'opérateur. Comment s'assurer que ensuite ce projet-là se développe conformément à ce qui avait été annoncé. Aussi, comment s'assurer d'avoir un reporting d'impact, de qualité, etc. Donc, de la même façon, sur cette réglementation, beaucoup d'enjeux. Et enfin, je terminerai sur une dernière réglementation, très prometteuse aussi, c'est la réglementation dite disclosure, donc là, qui va imposer, un peu à l'exemple de l'article 173, des obligations aux investisseurs, des obligations de transparence sur la façon dont ils prennent en compte des facteurs de durabilité dans leurs investissements. Cette réglementation, elle définit 2 types de produits. Un premier type de produit qui fait la promotion des caractéristiques environnementales, sociales, et un deuxième produit qui vise explicitement un objectif environnemental et social. Et là, sur ce second type de produit, on peut se rapprocher de ce qu'on appelle l'impact investing, ou l'investissement impact. Cette réglementation, par rapport à la discussion qu'on a aujourd'hui, elle est vraiment intéressante sous deux angles. D'une part, on passe vraiment d'une logique de gestion des risques dans l'investissement à une logique de contribution positive. Et comme je disais, ça rejoint finalement une tendance qu'on voit au niveau international avec l'utilisation de plus en plus, le recours de plus en plus grand aux objectifs du développement durable. Et par ailleurs, c'est une réglementation qui va vraiment encourager, stimuler le développement de la mesure d'impact, puisque les investisseurs et gérants d'actifs devront communiquer sur un certain nombre d'indicateurs d'impact négatif en matière de durabilité. Ces indicateurs vont être définis par la réglementation et donc ils devront communiquer dessus.
Se pose ainsi toute la question de quelle est la nature de ces indicateurs. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une multiplicité d'indicateurs. Pour un même sujet, plusieurs entreprises, plusieurs opérateurs peuvent avoir des indicateurs vraiment différents. Et ensuite, sur la méthodologie utilisée pour construire cet indicateur, comment arriver à les harmoniser pour qu'ensuite ce soit comparable d'un acteur à l'autre et pour que l'investisseur final puisse comparer les projets entre eux, par exemple. Donc on voit bien qu'il y a des textes prometteurs. Après, une des conditions aujourd'hui, c'est d'arriver à mobiliser tous les acteurs, que ce soit des entreprises, des gérants d'actifs, des intermédiaires de marché, des agences de notation extra-financière, sans oublier aussi les acteurs publics sur certains projets. Merci Camille. Donc, de terminer aussi sur cette idée de comment on va pouvoir mobiliser tous ces acteurs. Cette idée aussi que l'impact investing, l'investissement à impact, est quelque chose qui émerge mais qui se booste. Tu as cité un chiffre, genre, je ne sais plus si tu l'as cité, mais moi j'ai de 150 milliards en 2020, ouais. On était à 20 milliards en 2013. C'est assez peu au regard des autres outils. Mais il y a un vrai engouement, c'est ouais. ce que je note, un engouement qui est certain et qui continue et qui est en progression. Alors j'ai noté aussi qu'aujourd'hui, on se focalise notamment à l'AMF, mais aussi beaucoup, et au niveau européen, beaucoup sur la taxonomie verte, les green bonds. On attend le levier d'après pour continuer, ne pas s'arrêter à mi-chemin. Et ça sera peut-être intéressant sur notre débat d'après. Je lance quelques pistes pour le débat suivant. Je propose de passer maintenant à Mike Pfister de l'OCDE pour continuer sur une démarche de gouvernance et de régulation globale pour après aller peut-être plus sur le local et une approche locale et des initiatives locales. Mike, qui est à l'OCDE, notamment sur les questions de régulation et de gouvernance. Tout à fait. Bon, déjà, je tenais à remercier Madame la députée, Félix Moutandi, pour l'invitation et d'avoir mis un panel ensemble qui est aussi complémentaire, parce que je pense qu'on touche déjà des côtés juridiques, comment légiférer, et on s'approche maintenant un peu aussi à la mise en action, mise en œuvre, mise à l'action à travers les marchés financiers. Moi, je vais prendre une touche un peu plus économique, côté gouvernance aussi, et comme je dis, réglementation aussi, peut-être une petite couche Covid, parce qu'elle a vraiment eu un impact sur tout ça, sur est-ce qu'on va pouvoir atteindre les objectifs du développement durable. Il y a un an, on était encore en plein boost, on avait un cap qui est assez différent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc, je pense et si on regarde un peu le thème d'aujourd'hui, investissement inclusif et impact, c'est trois termes très très complexes, avec des définitions un peu différentes. Donc c'est déjà un problème de base. Je crois que surtout quand on parle aussi de ESG reporting, c'est un problème qu'on a. C'est vrai, il y a une explosion de méthodologie, etc. Mais est-ce que ça aide, ou bien est-ce qu'il va falloir recadrer? Quel est le cadre de référence? Et là, on dirait quand même que les Nations Unies ont fait un gros travail avec les objectifs de développement durable. Il y a des critiques, c'est clair, elles ne sont pas parfaites, mais au moins ça nous donne un cadre de référence. Et ça, à niveau global, c'est pas facile. Donc nous, à l'OCDE, on s'inscrit dans les ODD et une grande partie de notre travail que l'on fait, surtout tout ce qui vise au développement, met un peu sur le cap des ODD. Maintenant, regardons d'abord l'investissement. Investissement à l'OCDE, on le regarde d'un côté sur tout ce qui est investissement privé, donc investissement étranger direct, l'investissement d'une petite PME locale, les investissements publics, mais aussi, je dirais, l'investissement de portefeuille, le hot money. Je dis hot money parce que, on touche un peu au marché financier, mais regardons aujourd'hui, si on regarde les flux des capitaux dans les pays émergents, dès qu'il y a une crise, pouf, l'argent part. Donc là où on a vraiment besoin de l'argent, de l'investissement pour le développement, il n'est plus là. Ça, c'est pour ça, ça, ce sont les risques associés avec l'investissement de portefeuille. Maintenant, on parle d'investissement direct, où il y a vraiment création d'usines, d'infrastructures, etc. Ce sont des investisseurs qui sont sur place, avec lesquels on va pouvoir travailler, et on espère qu'ils ne vont pas
se retirer dès qu'il y a une crise. Donc, ce sont des partenaires au développement qu'on doit vraiment un peu, je dirais un peu, en anglais on dit embrace, embrasser, c'est un peu plus romantique en français, mais c'est vraiment travailler en partenariat étroit avec ces investisseurs parce qu'ils peuvent vraiment contribuer à un développement si le cadre réglementaire et le cadre politique est le bien. Maintenant, on parle de inclusif, on parle de gender, on parle de la jeunesse, on parle des populations marginalisées, on parle du secteur informel. 80% des emplois en Afrique, par exemple, sont dans l'informalité. Comment est-ce qu'on les intègre? L'informalité, c'est un moteur de dynamisme et de l'industrie dans beaucoup de pays de développement. Il ne faut pas les oublier. Les PME, c'est clair, les micro-entreprises, les petits agriculteurs, etc. Donc même le terme inclusif, c'est un énorme terme. Et on risque de se perdre aussi si, encore une fois, il n'y a pas un effort qui vise un peu à créer une référence. Impact, même chose, mais au moins on a les ODD qui peuvent un peu nous diriger et nous aider à diriger. Maintenant, regardons déjà par la fenêtre des IED. Il y a eu, je dirais, deux grandes ressources un peu analytiques qui ont été lancées. Il y a tout d'abord, je dirais bien, le Economic Outlook, les perspectives de l'OCDE sur l'économie globale. Et la CNUSED a lancé hier ou avant-hier aussi son rapport mondial sur l'investissement. L'image, c'est pour ça que je mets un peu la couche Covid, l'image est triste, elle est sombre. Si on regarde à l'IED, la CNUSED prévoit une chute de 40% au niveau global, avec des différences géographiques. C'est clair que les pays qui sont plus intégrés dans l'échelle de valeur mondiale vont souffrir un peu plus. Ça, c'est clair. À l'OCDE, on dit 30%, donc un peu moins sévère, mais ça reste dur. Maintenant, parlons un peu là, je fais juste un lien avec Madame la députée, quand on parle d'infrastructure. Dans beaucoup de pays en voie de développement, ça passe par ce qu'on appelle le development financing, le financement de développement. Là, tous les projets de financement au développement ont vu une baisse de 50% déjà cette année. C'est dur. Donc, d'un côté, on parle de nos objectifs pour que ces infrastructures, ces projets soient plus durables, soient inclusifs, etc. Mais en même temps, on fait face maintenant à une crise, un manque de moyens pour déjà mettre en œuvre ces projets. Maintenant, regardons un peu au-delà des chiffres. Juste d'abord un petit point encore au niveau de la reprise. Je crois en Europe, on parle déjà beaucoup de reprise. On espère qu'il n'y a pas une deuxième vague qui vient, etc. Donc, c'est clair, on peut regarder un peu à une reprise. Mais quand on parle des investissements, le temps qui est nécessaire pour une reprise, c'est assez longtemps. Dans les années 70, on avait besoin de 5 ans pour se retrouver un taux d'investissement au niveau global avant la crise des années 70. 80, même chose. En 2000, ça nous a pris déjà 7 ans, 8 ans. En 2000, on s'est jamais remis. En 2008, on ne s'est jamais remis de la crise financière de 2008. Les taux d'investissement au niveau global étaient toujours en bas, même avant cette crise. Donc, on est encore parti pour une bonne période de reprise et on ne va pas revoir les mêmes chiffres. C'est pour ça, regardons maintenant un peu au-delà des chiffres, à l'impact. Et on peut constater que la partie de la population mondiale qui était en pauvreté absolue a diminué considérablement entre les années 90 et aujourd'hui. C'est un bon signe. Mais l'inégalité est devenue plus grave. Donc, qui dit inégalité dit besoin d'être inclusif. Ça ne sert à rien s'il y a une couche de la population, de la société, quelques petites entreprises qui bénéficient d'une croissance, mais pas les autres. Donc là, c'est là où on retouche à tous les problèmes sociaux, les vrais problèmes de développement, en fait, touchent à l'inégalité. Donc, ne soyons pas trop fiers du fait que, voilà, on a baissé absolute poverty, parce que l'inégalité peut être même plus grave. Donc, c'est un point à retenir, et c'est pour ça que l'inclusivité est importante dans tout ce qu'on fait, et surtout quand on parle d'investissement. Maintenant, il y a deux côtés de l'équation. On parle d'investissement. D'un côté, vous avez des investisseurs avec
plus de technologie, plus de capital. On espère avec un management know-how supérieur de ce qu'on pourrait trouver dans une situation locale. Et de l'autre côté, vous avez le gouvernement et toutes les politiques publiques qui pourraient et qui devraient canaliser l'impact qui peut être généré à travers ces investissements. Et c'est ce qu'on fait à l'OCDE. On vise vraiment maintenant à ce cadre, on parlait beaucoup de cadre déjà, mais vraiment comment canaliser l'impact à travers les politiques publiques. Et là, je voudrais juste mentionner le cadre d'action pour l'investissement que l'OCDE a revisé en 2015 pour être aligné aux ODD, qui se base vraiment sur les bonnes pratiques internationales et on regarde une douzaine de domaines politiques. Parce qu'on s'est rendu compte que si vous voulez pousser l'investissement durable, c'est pas juste une politique d'investissement, c'est pas juste une politique de commerce. On parle éducation, on parle infrastructure, on parle impôts, on parle technologie, Nous, on a regardé une douzaine, mais il y en a encore plus. Et c'est vraiment comment est-ce que ces politiques sont liées hein, c'est ça. Donc, il y a tout le cadre qui doit fonctionner. Donc, quand on parle encore inclusivité, il faut parler cadre, il faut avoir une vision globale des choses et pas mettre l'accent sur une politique et on oublie les autres. Donc, il y a des trade-offs, mais je crois que c'est ça l'enjeu à venir. Maintenant, un élément clé dans la qualité du cadre, c'est comment est-ce que les politiques publiques sont conçues. Là, on parle je crois que Madame la députée l'a mentionné aussi, consultation avec les parties prenantes, très importante, l'analyse systématique de l'impact et un réexamen des politiques pour voir est-ce qu'ils répondent encore aux objectifs aujourd'hui desquels ils étaient mis, qu'ils ont été assignés il y a 5-6 ans. Et je crois que ça, c'est très, très pertinent aujourd'hui. Et tout ça, ça fait partie un peu des principes directeurs de l'OCDE pour la qualité et la performance de la réglementation. Juste pour dire aussi, l'OCDE naturellement a lancé une série de notes analytiques sur les réponses réglementaires en réaction du Covid. Donc, je vous invite à les voir. Ils prennent vraiment des dimensions très, très différentes et complémentaires. Donc, ça pourrait aussi nourrir pas mal de discussions. Maintenant, tout ça demande une volonté politique énorme du secteur public. Ça demande de la capacité. Hugues, vous avez mentionné la capacité qui est nécessaire. Vous pouvez avoir les meilleures lois. Ce n'est pas difficile d'engager un consultant qui est très fort. Il vous écrit une excellente loi. Et après, on vous laisse avec 3 techniciens et des problèmes énormes. Donc, non seulement qualité et capacité technique, mais aussi une profondeur. Il faut avoir une équipe, il faut avoir des équipes, il faut avoir un réseau. Et je suis très content d'avoir Pierre Gaëtan avec nous aussi, qui vient du côté municipal. C'est important. On ne peut pas tout décider à Paris. Il faut que ça aille dans les régions, ça aille dans les villes. Et c'est ça qui rend tout, la gouvernance tellement compliquée et tellement dure à faire. Maintenant, dans le monde pratique, nous avons souvent un décalage énorme entre, d'un côté, des investisseurs qui viennent avec des avocats, des techniciens, des ingénieurs, de l'argent. Et de l'autre côté, vous avez souvent, quand on parle maintenant d'un pays en voie de développement, une petite administration, peut-être avec de la volonté, mais qui manque de la profondeur technique, qui manque des ressources pour pouvoir travailler étroitement avec potentiellement de bons partenaires du côté du secteur privé. C'est un problème, évidemment, dans les pays les moins avancés, mais même dans les pays avancés. Dans le numérique, regardez, le secteur privé avance 10 000 fois plus vite que le secteur public, avec les réglementations. Donc, c'est un problème global qui est accentué, mais un peu plus vastement dans les pays en voie de développement, je dirais. Maintenant, nous, à l'OCDE, nous apprenons tout le temps. Par exemple, on a, à travers notre travail avec les pays, surtout les pays en voie d'émergence, les pays en développement, nous apprenons beaucoup. Par exemple, notre cadre d'action pour l'investissement que j'ai mentionné tout à l'heure, il a été appliqué dans une quarantaine de pays
avec des régions aussi, la SADC en Afrique australe, en ASEAN, en Asie du Sud-Est. Et en fait, on cherche toujours à aller, comment, d'un côté, harmoniser toutes les recommandations qu'on fait, parce que déjà j'ai mentionné que quand on parle de ESG reporting, il y a un vaste répertoire de résultats avec lesquels on peut travailler. C'est la même chose dans d'autres domaines. Mais aussi, maintenant, comment est-ce qu'on peut raffiner un peu notre contribution aux objectifs du développement durable. Et là, on a lancé un projet qui est le projet de FDI Qualities, des IED de qualité, où nous prenons un objectif par objectif et on essaie vraiment d'analyser quelles sont les politiques publiques qui doivent être mises en place pour pouvoir atteindre maintenant les différents objectifs. Ça, c'est un travail qui se fait au régional, mais aussi par pays, voire même par municipalité, parce que le contexte est important et primordial pour un succès. Maintenant, je voulais juste ajouter un petit truc. Ce matin, je faisais partie d'un webinaire avec les agences de promotion d'investissement de l'OCDE et de l'Asie du Sud-Est. Et un message clé qui sortait tout le temps, c'est que les agences ont été très, très flexibles et dans l'avenir, vont viser les investissements à l'impact et qui vont contribuer aux ODD. Donc, c'est une bonne nouvelle, ce qui veut dire que le Covid, d'accord, ça nous a donné une bonne baffe, mais en même temps, ça peut nous redonner une opportunité de refaire les choses un peu différentes. Par exemple, on parle toujours de GDP. Hein, en français, c'est le PIB. Voilà, le PIB, le PIB. D'accord, c'est un indicateur, mais est-ce qu'il est vraiment compréhensif? Est-ce que c'est vraiment le vrai indicateur? On dit toujours, comment est-ce qu'on peut revenir au PIB qu'on avait il y a 2 ans? Mais est-ce qu'on était bien il y a 2 ans? Je ne pense pas. Il y avait une inégalité énorme toujours. Il y avait encore la corruption. Il y avait des crises environnementales très, très graves. Et donc voilà, ça nous donne la chance de regarder tous ces cadres. C'était, je crois, 5-6 minutes, un bref exposé de ce qu'on fait à l'OCDE pour contribuer. Merci Mike d'avoir terminé ton intervention de manière plus positive et optimiste que la présentation de la situation de la crise qui était peut-être qui l'était un peu moins. J'ai noté aussi ce rappel à avoir des politiques en profondeur, de prendre toute la profondeur de la situation. Toi aussi, tu as rappelé l'importance d'avoir ce reporting d'impact qui avait été aussi mentionné par Camille sur la mesure d'impact, comment les uniformiser et comment se trouver un accord. Ça sera peut-être une de nos discussions tout à l'heure sur ces questions d'impact. Et j'ai noté, alors Camille avait terminé en parlant de la mobilisation de tous les acteurs. Et toi, tu as rappelé que tout tient aussi dans une volonté politique et que c'est au cœur. Alors, c'est justement sur la question politique que nous allons enchaîner avec Pierre de Gaëtan, puisque la politique, elle est internationale, elle est nationale, mais elle est aussi, elle est inondée, elle inonde jusqu'au municipal, jusqu'au local. Elle inonde jusqu'au local ici en France, mais aussi en Afrique. Et qui mieux pour parler de ça que Pierre de Gaëtan sur la question française, mais aussi, puisque tu es 3e adjoint à la mairie de Bordeaux, qui devait accueillir le sommet Afrique-France il y a quelques semaines, mais tu vas nous en dire un peu plus. Merci. D'abord, merci à Madame la députée de m'avoir convié à ce panel. Merci Pierre Samuel d'avoir été aussi très, très, très près de nous pour nous aiguiller un peu, n'est-ce pas, dans cet exercice extrêmement enrichissant et en tout cas pour moi très stimulant vu des territoires. C'est vrai que les collectivités locales ne sont pas elles-mêmes productrices de normes et donc elles doivent effectivement évoluer dans un cadre normatif international et régional et national qui a été très très bien évoqué il y a un instant. Mais en même temps, faute d'être productrices de normes, elles sont le lieu ou en tout cas l'espace pour les gens, hein, donc pour les populations, où ces normes doivent
être le mieux possible traduite pour qu'elles prennent sens. Puisque, au final, on voit bien que le territoire est l'espace de vie par excellence. Et donc, quelle que soit effectivement la technicité, le raffinement des normes, encore faudrait-il qu'effectivement, à un moment donné, elles puissent servir à quelque chose. Et c'est vraiment sur le territoire que l'on est en mesure, pour ainsi dire, de mesurer effectivement la justesse des ambitions et en l'occurrence de la volonté politique telle que déclinée au niveau international et au niveau national. De mon expérience d'élu local à Bordeaux, et donc Bordeaux qui, comme tu l'as rappelé, est le lieu où j'allais dire, le girondisme, n'est-ce pas, s'est affirmé d'une certaine manière, et titillant un peu Paris, bien sûr, hein, ce qui a donc amené d'ailleurs le président de la République française à justement, dans cette volonté qui est la sienne, de renouveler un peu, de repenser, de remettre en perspective une autre manière de coopérer avec l'Afrique, a choisi Bordeaux. Effectivement, c'était un choix tout à fait pensé, pertinent, extrêmement, j'allais dire, innovant, au sens où il s'agit effectivement pour la France et l'Afrique d'écrire un nouveau narratif, justement à partir d'un certain nombre de basculements. Donc d'abord basculement sur les nouvelles catégories ou les nouveaux acteurs ou les nouvelles communautés censées tisser ensemble cette relation, donc qui ne devrait plus être effectivement une relation très verticale et encore moins une relation qui s'éloigne quand même de la finalité même de l'action politique, qui est quand même de servir l'intérêt général, de servir les populations, d'où l'accent mis depuis le discours de Ouagadougou sur la place des femmes, donc la place des jeunes, la place des publics fragiles, etc. Donc là, on se rapproche de l'inclusivité. On se rapproche des questions, effectivement, d'impact, à savoir, effectivement, pourquoi et pour qui on fait les choses. Et donc, l'idée, c'est effectivement de prendre en considération un nouvel acteur dans le cadre de l'internationalisation des territoires, qui a effectivement été considérablement renforcée depuis la loi Canfin, n'est-ce pas, en 2014, où effectivement les collectivités qui étaient habituées à faire que de l'action et de la solidarité internationale ont développé une dimension économique, laquelle dimension économique leur a permis de connecter, ou en tout cas de mieux connecter avec le tissu d'entrepreneurs, d'industrie locale, quand on sait que, effectivement, que ce soit en Afrique ou qu'en France, 80% quand même du tissu, quand même le tissu, c'est le PME, c'est les PME. Et donc, du coup, ça permettait effectivement aux collectivités locales, dans le cadre de leur internationalisation, au niveau évidemment des métropoles et au niveau des régions, hein, qui ont donc cette compétence économique, de tracer les voies d'une projection, n'est-ce pas, dans les relations de coopération décentralisée de leur PME et de leur PMI. Donc ça, je crois que c'était vraiment un cadre effectivement favorable, n'est-ce pas, pour, à un moment donné, développer ce qu'on pourrait appeler une sorte de coopération décentralisée responsable et inclusive, qui passe d'abord par le fait que les élus locaux donc s'approprient de manière, donc en intégrant effectivement dans leur convention de partenariat avec leurs partenaires africains, donc ces normes-là, et donc on s'approprie ces ODD, hein, et on essaie, n'est-ce pas, d'accompagner, en tout cas de travailler avec nos partenaires africains pour que les initiatives que nous pouvons prendre pour soit bâtir des métropoles durables, hein, ça a été le cas ce que nous avons fait par exemple avec Casablanca lorsqu'on a lancé la construction de tramway, ce qu'on a fait avec Douala quand on les a accompagnés dans le dispositif Mobilize Your City, ce qu'on a fait également avec Bamako et puis avec Oran aussi. Bon, voilà. Donc on a essayé effectivement d'intégrer ces préoccupations effectivement dans la manière de travailler avec les entreprises qui étaient appelées à construire ces infrastructures, etc.
Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte que cette manière d'intégrer les ODD dans notre action internationale nous permet surtout d'inclure d'autres acteurs que des acteurs simplement politiques. Voilà. Et c'est en fait l'apport que je crois le plus pertinent et le plus intéressant des collectivités locales, en tout cas des élus locaux, c'est de travailler à construire ce qu'on essaye d'appeler les nouvelles coalitions territoriales, donc où en fait on ne fait pas les choses tout seul, on fait les choses avec les acteurs économiques qui sont effectivement à l'international, et au-delà de la simple diplomatie économique locale, on pense avec ces acteurs-là comment il faut coopérer avec les territoires africains, pour quelle finalité, de manière à ce que nos coopérations vraiment soient inclusives et aient un impact social. Nous avons, par exemple, je donne un exemple, nous avons lancé sur la métropole bordelaise un programme de résidence, par exemple, entrepreneuriale, que nous ne pouvons pas construire tout seuls, mais où nous avons embarqué, justement, des grosses pointures de l'industrie et de l'agroalimentaire bordelais, donc le groupe Castel, Mazar, Bordeaux Sud-Ouest, le groupe Faya, donc Razel, qui est quand même très présent, etc., pour aussi leur faire prendre conscience de la nécessité d'intégrer la formation des jeunes dans les pays où ils opèrent, pour aussi mobiliser les fondations qu'ils créent de plus en plus, hein, donc c'est quand même le cas, d'essayer d'articuler effectivement l'action de leurs fondations d'entreprise avec les actions de coopération décentralisée que nous essayons de mener avec nos partenaires africains de manière extrêmement innovante. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui au niveau local, il y a des choses qui se font. Mais en revanche, je considère pour ma part, et ça peut faire partie effectivement des débats ou des recommandations, c'est que les choses sont encore quand même à renforcer, parce que d'une part, évidemment, l'action internationale des collectivités locales reste quand même assez contrainte, que tout ce qui a été fait au niveau de la Commission nationale de la coopération décentralisée, avec la création d'une commission économique, à mon avis, est encore insuffisante. Donc ça nous ramène effectivement encore à la question de la décentralisation, y compris la décentralisation de la politique africaine de la France, et de comment on associe d'autres acteurs, et notamment au niveau territorial, n'est-ce pas, à cette volonté politique. Donc, mais je pense que la trajectoire quand même qui est prise depuis la préparation du sommet Afrique-France 2020, avec justement cette dimension d'allier territorialité, durabilité, co-création de valeurs, bon, c'est une bonne trajectoire. Et donc, nul doute que le report du sommet à cause du Covid ne nous éloigne pas du tout, n'est-ce pas, de cette vision qu'avait le président de la République depuis le discours de Ouagadougou. Merci Pierre de Gaëtan pour cette idée, cette coalition territoriale qui rentre dans la chaîne des valeurs, cette coalition qui a été boostée par les ODD, qui remet l'expérience locale au cœur, de Bordeaux à Fécamp, en passant par Bamako, Casa ou Oran. Ce que tu as appelé le girondisme politique, mais, et que tu as remplacé, en fait, tu as rappelé que les PME, la PME, ce sont les girondins du secteur privé, et qu'effectivement, ils doivent être mentionnés, ils doivent être au cœur aussi de la notion d'investissement à impact. Alors, maintenant, pour terminer ce petit tour de table, il était important aussi de rentrer dans le vif du sujet par de l'expérience, par de l'initiative, en allant directement à mais qu'est-ce qu'elles sont ces impacts. Donc, Pierre-Alain Roche, tu représentes le partenariat français pour l'eau, mais aussi
cofondateur de la Water Governance Initiative, initiative soutenue par l'OCDE. Alain. Oui, bonjour. Le partenariat français pour l'eau, c'est depuis quelques années une plateforme multi-acteurs. Donc, vous avez le choix d'élaborer nos plaidoyers collectifs sur les questions d'eau à l'international, ensemble, qu'il s'agisse du secteur privé, des industries, des chercheurs, des bureaux d'études, des ONG, des pouvoirs publics, des collectivités locales comme de l'État. C'est un ensemble extrêmement multi-acteurs. Et s'appliquer à soi-même cette logique d'inclusion est peut-être la première des leçons que nous tirons de cette expérience, qui est qu'à travers se mettre en situation de plateforme amène à se mettre en situation de coalition de résultats et de solutions. Et donc, le fait que le partenariat français, sur la base d'une expérience française des comités de bassin, de dialogue autour de la gestion de l'eau en France, qui est un sujet évidemment complexe, qui réunit spontanément et naturellement beaucoup d'acteurs, a capitalisé en quelque sorte ce savoir-faire de dialogue pour se porter sur les questions d'international. Vous avez évoqué les ODD. Pour nous, c'est le totem absolu. C'est-à-dire qu'il y a quelque part une volonté d'arriver en 2030 dans une situation qui, de façon très holistique, change les choses. Or, ce que nous avons montré à travers un certain nombre de publications, de travaux, à travers le Forum de Brasilia, à travers les rapports qui ont été faits par un certain nombre des agences des Nations Unies lors du haut panel, nous ne sommes pas en chemin d'y parvenir aujourd'hui avec les politiques et les gouvernances actuelles. Aujourd'hui, nous allons très en deçà de l'obtention des résultats nécessaires pour satisfaire ces objectifs. Et donc, de ce constat naît la nécessité de se mobiliser ensemble pour y parvenir. On ne peut pas rester sur un simple diagnostic du fait qu'aujourd'hui, les choses ne sont pas en cause. Je ne vais pas revenir, parce que ça a été excellemment dit, sur toutes les conditions d'ordre juridique des traités, de la relation entre le juge, l'autorité et l'entreprise. Je vais essayer de parler plus largement, et vous l'avez esquissé, des gens et des parties prenantes globales du succès. L'un des premiers éléments de la soutenabilité, c'est de faire en sorte que l'investissement serve à quelque chose. Se serve à quelque chose ne paraît pas si évident que ça. C'est bien d'investir, mais quelque part, il faut que ça fonctionne derrière. On rejoint la question du capacity building que vous évoquiez, on rejoint la question de la participation des acteurs, de la coélaboration. Le nombre d'investissements non appropriés par les populations dans le monde, dans le secteur qu'on connaît un peu plus, qui est celui de l'eau potable et de l'assainissement, est considérable. Vous avez des pays, y compris avec des moyens significatifs, vous avez des stations d'épuration qui ne collectent pas d'eau usée, ou quand elles en collectent, elles ne les traitent pas correctement. Donc des pays, mettons le Brésil pour donner un exemple, doivent traiter à peu près 10% de leurs eaux usées, domestiques et industrielles. Donc on est très très loin d'être dans une situation, et ça n'est pas uniquement un manque d'investissement, c'est un manque de capacité globale à prendre en compte l'objectif de résultat. Nous avons donc, dans ce partenariat français pour l'eau, bien identifié les enjeux de gouvernance dans toutes leurs dimensions. Elles ont déjà été décrites comme étant une question clé d'obtention des résultats. J'y ajoute une dimension qui a été peu développée, mais qui, s'agissant d'un bien commun, d'un bien naturel à différentes échelles, est également importante, c'est les enjeux environnementaux et la notion de solutions basées sur la nature pour faire des investissements dont la durabilité, dont la soutenabilité, dont la résilience soit suffisante. Investir suppose d'investir en connaissance des réalités d'un monde physique dans lequel qui n'est pas un monde qui ne fait que se dominer. C'est un monde avec lequel il faut apprendre à vivre dans toutes ces aléas, ces fluctuations et ces variations.
L'eau a l'avantage, et c'est ce qui fait sans doute que c'est un bon paradigme pour votre question, d'être très intégratrice de tout un ensemble d'enjeux. Et je ne vais pas faire le savant, mais le nombre des études qui montrent que, en termes d'impact socio-économique, investir dans l'eau de façon pertinente est sans doute le levier majeur par rapport à tous les autres en termes de développement est assez bien avéré. Quand on veut travailler sur la gouvernance, il faut le faire avec tous les acteurs. C'est l'initiative qu'on a prise avec l'OCDE à l'occasion du Forum de Marseille, Forum mondial de l'eau en 2012, et qui s'est traduite par une coalition de niveau international autour de cette question particulière de la gouvernance. Donc on est 170 organisations réunies sous l'ombrella de l'OCDE qui ont d'abord travaillé à décortiquer les notions de bonne gouvernance. Il y a 5 ans, l'OCDE et les autres acteurs ont approuvé 12 principes de bonne gouvernance documentés, structurés, explicités, et on a développé un système d'indicateurs pour les décrire d'une façon qui soit tangible. Nous l'avons conçu comme un système d'auto-évaluation par un pays, une collectivité, un territoire, un bassin, etc. Cette auto-évaluation, elle a une particularité que je vous livre, c'est que dans la méthodologie, on est forcé à constater les dissensus. Et il ne s'agit pas d'établir uniquement la cartographie telle que les experts voient de la réalité, mais de mesurer les écarts d'opinion, les écarts de point de vue des parties prenantes. Si l'on veut progresser dans l'opérationnalité des solutions, si l'on n'est pas d'accord sur le fait que l'on n'est pas d'accord sur certains points, on a peu de chances de résoudre la contradiction. Donc le premier point, c'est d'accepter l'idée qu'il y a des points sur lesquels il y a des postures divergentes et donc de les identifier pour évidemment essayer de les surmonter. Nous avons fait tout ce travail de ce que j'appellerais la gouvernance per se, pour elle-même. La gouvernance en tant qu'objectif. Ce n'est pas un objectif de bas niveau, c'est finalement les principes démocratiques. Donc en soi, c'est tout à fait logique de s'intéresser à de la bonne gouvernance. Et puis, évidemment, on est immédiatement interpellé sur l'impact. Qu'est-ce que les règles de bonne gouvernance ou les indicateurs qu'on a mis changent à la réalité concrète? Quand on dit qu'il faut des gens pour faire les choses, il ne suffit pas que d'avoir le cadre juridique nécessaire, eh bien, encore faut-il que l'on puisse montrer que quand on met ces moyens-là, eh bien, on obtient effectivement un résultat différent. Et donc, le travail qui est en cours est sur cette couche d'impact qui consiste à mettre en regard les expériences de bonne gouvernance avérées, solides, documentées, avec les résultats obtenus. Ce n'est pas toujours très facile pour les acteurs d'accepter l'idée que le système extrêmement parfait qu'ils ont décrit ou qu'ils ont essayé de bâtir au plan théorique ne donne pas les résultats totalement escomptés. C'est une heure de vérité compliquée. Donc cet exercice qui va vers cette capacité à rendre compte finalement de la performance collective du système de gouvernance que l'on met en place et qui se retrouve évidemment au cœur de cette notion d'investissement d'impact, mais dans un cadre qui interpelle toutes les politiques publiques et leur cohérence, nous paraît très utile. C'est à Dakar qu'on va rendre compte de ces travaux, au Forum mondial de l'eau en mars 2021. Donc une politique de l'eau qui se fait en Afrique. C'est peut-être le pas d'après, après la décentralisation du sommet à Bordeaux, d'aller carrément à Dakar, soyons fous. Nous allons à Dakar tous, de toutes les parties du monde, pour travailler sur, non pas le diagnostic, j'ai essayé de l'esquisser, on peut y revenir si vous voulez, non pas tellement les solutions, la batterie des solutions est extraordinaire, mais l'implémentation. Que fait-on? Comment fait-on? Comment fait-on bouger les lignes entre acteurs? Comment crée-t-on les
les coalitions d'intérêts qui font monter les mayonnaises d'un projet qui fonctionne avec l'ensemble des acteurs. C'est ça que nous allons travailler à Dakar et que nous préparons à travers tout un ensemble de travaux dont j'ai cité ceux de l'OCTE, mais il y en a bien entendu d'autres. Voilà. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que l'on est capable de mobiliser une panoplie d'outils juridiques et financiers qui permettent de changer les paradigmes. Je vais en prendre un qui est peut-être anecdotique à l'égard des sujets que nous traitons ici, mais qui me paraît très symbolique. En Amérique latine, avec une initiative commune, c'est créé un fonds qui est un fonds qu'on appelle Fundo de Aguas, et qui en fait accompagne tout un ensemble d'initiatives locales qui mobilisent non pas seulement les grandes institutions comme la Banque américaine de développement, mais 500 parties prenantes financeuses et 25 000 familles, donc des acteurs de terrain qui sont les porteurs des projets qui sont coélaborés avec eux. Ce genre de mode de fonctionnement fait partie des choses qui sont intéressantes à développer et à opérer. Et puis on a, pour changer un petit peu d'échelle par rapport à ce projet-là, on a, puisqu'on parle du Sénégal, le fleuve Sénégal avec l'Office qui le gère depuis 40 ans, une politique d'investissement avec des grands ouvrages, 3 pays concernés qui ont réussi à mobiliser leurs forces avec l'appui international depuis une quarantaine d'années, avec des hauts et des bas, des succès et des échecs, mais au final, un outil de prospérité collective respectueux de l'environnement qui s'est développé dans la main de ces pays, donc avec l'implication politique nationale et la capacité des acteurs à comprendre leur intérêt commun entre pays riverains, ce qui n'est pas toujours le plus facile. Voilà quelques exemples. On pourrait parler de coopération sud-sud-nord entre les acteurs et les opérateurs de gestion de réseaux et d'utilities. Il y a beaucoup de sujets qui sont des excellentes occasions de travail commun. Merci Pierre-Alain de ramener de l'expérientiel dans cette discussion, même si, je le rappelle, la table ronde suivante aura aussi, ce sera un échange d'expérience. Il était important de pouvoir ramener aussi quelle est la notion d'impact du point de vue de l'opérateur et des opérateurs autour d'initiatives comme la tienne. Alors, on va passer peut-être un peu à un échange entre nous, mais moi je voudrais peut-être jeter, en tout cas porter à la discussion et continuer sur les principes de Stéphanie Kerbar tout à l'heure qu'elle a énoncé. Elle a lancé cette idée de ces 5 principes actifs qui reprenaient un peu beaucoup de notre discussion. Je les rappelle, l'inclusion systémique, le développement territorial, l'impact, la gouvernance et la vigilance. Alors, des termes, des principes qui ont été au cœur de notre discussion jusqu'à maintenant. Est-ce que, autour de ces principes, est-ce que vous avez, quelles sont peut-être maintenant les questions des mesures d'accompagnement, la suite, en fait, ces mesures d'accompagnement de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur que chacun essaie de mettre en œuvre. À qui veut prendre la suite, rebondir sur les mesures d'accompagnement, les uns les autres? Je vais juste ajouter quelque chose. Par rapport à ces 5 principes actifs, il y a une remarque qu'a fait Marc qui m'a semblé fondamentale. On est dans une période qui a révélé, je crois, un besoin d'affirmer les services essentiels. On parle des services essentiels, on parlait avant aussi de la durabilité, la pérennité de ces services. Bon, les terminologies changent, mais finalement, les besoins fondamentaux restent les mêmes. Notamment dans les pays dans lesquels on travaille, on cite beaucoup l'Afrique, les pays émergents. Moi, ce qui me frappe sur le terrain, c'est que finalement, on le dit différemment, on le dit avec des beaux contrats, des terminologies, mais on cherche
aujourd'hui à inclure les populations les plus éloignées, les plus paupérisées, notamment dans les sujets d'eau. Il y a des initiatives, celles de mon ami Thierry Barbotte, par exemple, Vernier et autres, qui sont très intéressantes pour ceux qui ne la connaissent pas, Vernier Hydro et Mdouba. Tout ça, je trouve, va dans le bon sens. Mais le coût, le financement de cette opération, et vous le releviez, Marc, est quand même extrêmement important. On ne va pas se mentir là-dessus. Et pour être acteur, là, je prends plus une casquette d'acteur et d'intervenant sur le continent plutôt que celle d'avocat. On voit bien que ce qui manque à ces projets, c'est souvent l'impréparation. Ce qui est caractérisé plutôt, c'est l'impréparation, ou en tout cas des études de faisabilité, des études amont. On a l'étude de faisabilité jusqu'à l'étude d'exécution, pour prendre le jargon, qui ne sont pas adaptées. Et là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez. Il y a une inadaptation par rapport à des objectifs qui sont mal définis, ou en tout cas qui n'ont pas évolué. C'est pour ça que je pense que, pour être concret là-dessus, il est extrêmement important de flécher les études, en tout cas de faire en sorte que les études amont d'un projet collent à ces objectifs. Or, pour rendre un projet, une infrastructure inclusive et sociale, ça coûte beaucoup d'argent. Dans le domaine de l'eau, dans le domaine des télécoms, dans le domaine de l'électrification rurale, par exemple. Donc il faut une volonté politique, il faut un soutien financier extrêmement important. Donc on attend que la communauté financière se mobilise là-dessus. J'en profite pour dire que je suis avec un ami financier, François G, à l'initiative d'une facilité, qu'on va appeler la facilité inclusive des études pour l'inclusion des infrastructures, et dont le but va être précisément de rendre les études les plus inclusives possibles, c'est-à-dire de telle sorte que, à la fin du jour, les projets aient cette brique sociale. Donc c'est le cas, je prends des exemples, je ne veux pas être trop long, c'est par exemple, ça peut être une tarification adaptée, ça peut être le mobile banking, ça peut être la mise en place, pour être plus juridique ou financier, de garanties de paiement contre le risque de non-paiement, notamment dans les domaines des utilities et autres, etc. Donc là, il y a, à mon avis, du travail à faire et un suivi avec des KPIs, des critères qui peuvent être suivis. Mais ça, on a besoin, je pense, d'instruments financiers facilement mobilisables, parce que ça existe déjà, mais en tout cas agiles et facilement mobilisables. Et notamment pour les collectivités. Parce qu'encore au niveau souverain, on peut se débrouiller, mais pour les collectivités, le sous-souverain, collectivités locales et autres, il y a, je crois, un grand besoin d'avoir ce type, ce qui nous a semblé, ce type d'outil. J'ouvrais un peu le débat. Il y a un petit point qui me gêne dans ce que vous dites, c'est rendre inclusif un investissement. Moi, je renverserais la logique. Partir d'un projet inclusif, coélaboré, correspondant à l'analyse des besoins, pour ensuite en déduire, si c'est le cas, le besoin d'un investissement d'infrastructure spécifique. C'est-à-dire qu'en fait, dans beaucoup de cas, si l'on veut que le système soit inclusif, il faut partir effectivement à l'inverse de l'ingénieur, en quelque sorte. C'est un ingénieur qui parle. Il faut partir de la dimension sociale. Et il faut accepter aussi quelque chose qui est peu accepté par un certain nombre de bailleurs, c'est la notion de projet qui se fait en chemin. On attend beaucoup, et vous l'esquissiez un petit peu dans ce que vous disiez, le déroulé classique. Alors on va le trouver s'il s'agit de faire une grande infrastructure de transport, s'il s'agit de faire un barrage. Évidemment, dans ces cas-là, on va avoir des déroulés techniques très, très, très complexes. Dans la plupart des cas des services essentiels, on va commencer en fait par un travail de boule de neige à partir de l'existant pour arriver à créer une dynamique positive là où on est aujourd'hui dans l'impasse. Et ça suppose une mise de fonds des acteurs et un pari sur la dynamique des acteurs locaux qui ne repose pas sur une mise de fonds classique d'un investissement prédéterminé dont on va essayer in fine de rajouter un petit peu d'inclusion là où il faut pour que ça fasse la compliance avec les règles générales. Donc ne pas saupoudrer et être au cœur voilà, et pas le considérer comme la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau. Voilà, c'est le gâteau en lui-même. David. Je voudrais juste intervenir parce que je pense trouver des moyens de créer des incitations à agir dans ce sens,
Parce que je pense, vu de l'entreprise, on voit des obligations de reporting ou des obligations de diligence. On voit la compliance qui devient extrêmement important lorsqu'on est pris coupable de pot de vin. Là, la qualité de la compliance va jouer profondément. On a un intérêt accru à s'engager avec les collectivités locales et leur population pour un projet. On a tout ça du côté de l'entreprise. Lorsqu'on arrive au traité, qui m'intéresse beaucoup comme outil possible, puisque, comme vous l'avez remarqué, ils sont considérés comme très importants d'avoir une couverture, soit par un traité, soit par un contrat. Mais bon, une couverture, accès à l'arbitrage est fondamental. Est-ce qu'on peut aiguiser, puisque là, en l'occurrence, on ne fait rien. Hein. Le traité dit l'investisseur, moins 10 ans, mieux 10 ans, tous sont couverts. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver des moyens de dire, et parce que là, l'avocat interviendrait en amont pour dire, bah, vous avez votre projet, mais là, on vous attend au passage sur un certain nombre de critères. Ils resteront larges et vagues, mais ça permettrait d'engager un dialogue en amont lors de la structuration de l'investissement pour dire, là, il faut penser non seulement protection en vertu de ce traité, mais aussi votre comportement. Et là, vous pourriez du give and take. Je pense que d'un point de vue des critères performantiels, typiquement que vous trouvez dans les PPP, hein, donc les loyers, comme vous le savez, dans les PPP sont sujets à la réalisation d'un certain nombre de performances qui sont prédéfinies dans un cahier des charges. On peut, et ça se fait, hein, on commence à voir des critères qui prennent de plus en plus en compte ces objectifs sociaux. Alors de là, vous allez plus loin, parce que d'une certaine manière, vous dites la protection, si j'ai bien compris, la protection qu'on vous offre au titre notamment du traité d'investissement, bon, ce package serait subordonnée ou sujette à la satisfaction par les investisseurs d'un certain nombre de ces critères, si on peut dire. Est-ce que c'est bien ça que vous voulez dire? Ça pourrait l'être, c'est une option que j'ai évoquée, mais il y a aussi, dans le dernier traité nord-américain, ils ont ramené le RDIE, enfin, ils l'ont exclu pour le Canada et les autres partenaires. Pour le reste, ils l'ont, en régime général, ils l'ont ramené à l'expropriation directe et la discrimination. On peut dire, pour certains, c'est peut-être l'essentiel. Donc, si vous êtes exproprié, directement, on vous prend votre bien, ou si on vous discrimine face à un investisseur national, là, vous avez un accès au RDIE. Mais pour le reste, ça passe au interétatique. Donc là, en l'occurrence, on peut penser à tout, on engage une discussion, mais on pourrait conditionner l'accès à la protection uniquement pour des dispositions traitement juste et équitable. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une disposition qui est sujette à différentes interprétations qui vont du très étroit à très large. Et pour certains, sont nettement supérieurs à ce qu'on fait dans nos pays avancés en termes de protection d'investissement. Donc, c'est d'un grand intérêt pour un investisseur. Mais on pourrait le conditionner, tout en gardant peut-être une couverture sans condition pour l'essentiel. Si on se fait prendre son bien, là on est couvert, même si on a un acteur moins 10 ans, on n'ira pas chercher dans le détail. Donc on peut jouer, hein, rien n'est fixe, là on engage une conversation, mais pour moi, ça aurait l'utilité quand même de faire naître des interprétations de ces concepts qui sont actuellement beaucoup débattus, mais peu analysés dans des cas concrets. Est-ce que ce que vous avez fait dans tel cas suffit pour être du comportement responsable ou développement durable? Pierre de Gaëtan, tu voulais... Oui, je voulais juste ajouter un témoignage à la lumière des rencontres que nous avons souvent avec nos collègues élus locaux en Afrique, et notamment sur la partie sahélienne du continent, qui est quand même une partie quand même durement touchée, hein, durement touchée, vulnérable. Parfois, ils nous disent, on a appris que des responsables d'une agence, bon, je ne vais pas la nommer pour ne vexer personne, ou des agences européennes sont venus, et donc ils ont lancé un programme d'investissement
alors qu'ils sont là, maires, ils savent très bien, on leur a demandé pendant de longs mois d'élaborer des diagnostics territoriaux, donc ils connaissent donc les besoins, y compris avec ce que Jean-Marc est là, prêtre jésuite décédé aujourd'hui, dans ses différents ouvrages sur l'Afrique des villages, quand l'État pénètre en brousse, comment les rationalités paysannes sont aussi à l'œuvre pour produire et proposer des expertises, qui ne sont pas des expertises effectivement académiques, mais qui sont des expertises de bon sens, parce que les gens, ce que vous disiez tous les deux, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens savent quand même de quoi ils ont besoin. Et donc, ils ont d'autres formes, effectivement, de l'exprimer. Et je pense que l'humilité, effectivement, d'un processus d'investissement consisterait aussi à reprendre ces choses-là à la base et à voir, effectivement, comment on s'inscrit dans les trajectoires des gens. Et voilà, donc je voulais simplement apporter ce témoignage. Oui. Mike, juste avant, moi, je voulais rebondir sur ce que disait Pierre Gaëtan avant de donner la parole à Mike. Dans mon expérience de jeunesse, j'ai travaillé sur les mesures d'impact au tout coton en Afrique sahélienne et des investissements coton dans toute la partie qui avaient un nombre d'impacts incalculables sur l'eau, sur la gestion des territoires, sur les conflits et qui avaient entraîné un nombre de conflits territoriaux ou de voisinage extrêmement important. Et ça, il faut effectivement prendre le temps de l'impact court terme et l'impact même long terme. Mike pourrait rebondir sur ce que disait Pierre Gaëtan. Mais là, tu m'as donné une idée. En fait, on est tous un peu coupables parce qu'on porte 70%, je dirais, du coton qui vient du Sahel. Chacun d'entre nous, on a une part à jouer dans tout ça. Mais quand Hugues parlait des KPIs qui commencent à changer un petit peu, c'est intéressant. Et du coup, on parlait toujours par exemple, d'accord, avant que l'investissement aille dans un certain pays, dans un certain secteur, il faut que le business case soit là, qu'il y ait un business case. Mais je crois qu'on a évolué. Et là, je reviens à ce que vous avez dit, qu'en fait, l'investissement, mais pourquoi? Donc, en fait, ça doit être un business case pour la société d'abord, qui identifie maintenant quel est le rôle de l'investissement. Et puis, je crois que c'est ça l'avenir. Et ça, c'est un grand changement quand même de ce qu'il y avait il y a 10, 15 ans, où on était à 2008, où on était à 1,8 milliard de IED qui filaient dans tous les sens, où on dit que d'accord, investissement d'abord, et puis le reste, on verra. Donc je crois qu'on est vraiment là, on peut bousculer, je dirais, la balance un peu, avec un new business case sociétal. Pierre-Alain, tu voulais rebondir? Oui, pour réagir sur cette question des conditions de rééquilibrage contractuel. En fait, c'est un jeu à trois. Dans la plupart des cas, il y a les financeurs internationaux avec leur arsenal de règles. Il y a les acteurs locaux ou les pays. Et puis, il y a les acteurs économiques qui sont en face. L'enjeu de souveraineté, quand je vois le dialogue qu'on a aujourd'hui sur le groupe financement, justement, pour la préparation du forum, donc, qui est animé par la Banque africaine de développement, et dans lequel des acteurs sénégalais sont très impliqués, le débat de souveraineté, il est beaucoup dans la relation des conditionnalités entre le bailleur et l'autorité dite souveraine, mais dépendante dans ces logiques. Et la complexité des processus pour finalement atteindre au Graal d'avoir un financement sur un projet qui, dans ces domaines-là, ne sont pas à l'échelle des autres, sont souvent modestes, apparaît comme totalement repoussoir pour les autorités publiques. Et ça rejoint ce que vous disiez sur les grands programmes par rapport à la nature du besoin effectif d'un maire dans un secteur déterminé. Donc, la responsabilité de l'entreprise dans un projet, elle se négocie ou elle se dialogue et on retrouve ensuite la trace dans son contrat avec un ensemble d'acteurs qui jouent des jeux sans nécessairement toujours s'écouter.
et sans nécessairement converger. C'est très compliqué quand vous êtes un acteur d'un pays africain d'obtenir dans votre dialogue avec la Banque mondiale que telle clause des justifications nécessaires ou de l'instruction nécessaire d'un dossier, on puisse y déroger pour de bonnes raisons. À la limite, votre interlocuteur va vous dire « Ah oui, vous avez raison, mais je suis désolé, je ne peux pas ». Et donc, c'est cette facilitation. Si on veut trouver des leviers, il faut bien entendu assurer les sécurités, mais il faut aussi trouver des moyens de fluidifier, de reconstituer des logiques de confiance progressive autour du projet. Ce qui ne veut pas dire mettre tout de suite tout l'argent sur la table, en termes concrets. Merci Pierre-Alain. Donc on s'écoute, on s'écoute notre acteur. Peut-être rebondir avec Camille sur tout à l'heure, on en a beaucoup parlé, mais comme sur la question de la mesure de l'impact, avant de faire un dernier tour de table sur des recommandations, mais d'abord peut-être parler de la mesure de l'impact. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur cette mesure ? Alors c'est vrai que la mesure d'impact, finalement, c'est vraiment aujourd'hui l'enjeu clé pour arriver à vraiment développer et fiabiliser l'investissement d'impact, puisque ce qui va vraiment faire la différence pour un investisseur de ce type de produit, ça va être l'impact même, l'effet, les conséquences de ce financement, la réalisation du projet. Donc arriver à mesurer l'impact, c'est vraiment clé. Et on voit bien aujourd'hui que là-dessus, il y a énormément de défis, comme je disais, des indicateurs qui ne sont pas forcément matures, des acteurs qui ont beaucoup d'attentes différentes. Donc là, c'est vrai que je vous place du point de vue vraiment spécifique acteur financier, mais je pense que c'est applicable aussi aux autres acteurs dont on a parlé aujourd'hui. Des attentes qui vont être diverses selon qu'on soit alors dans le secteur financier, un investisseur, une agence de notation, un épargnant, etc. Un enjeu aussi d'arriver avec pédagogie à expliquer l'indicateur, etc. Donc sur la mesure d'impact, c'est encore un champ largement, je pense, à défricher largement, mais sur lequel, comme je disais, les réglementations vont pouvoir nous aider à travailler, notamment au niveau européen. Alors, Bono a lancé l'année dernière son initiative e-Analytics, le chanteur Bono, justement, dans le cadre de de la mesure d'impact. Donc, c'était son objectif. Donc, moi, en préparant cette table ronde, j'ai vu que c'était un des intérêts majeurs de Bono dans ses investissements durables. On va peut-être passer à la clôture en donnant en 1 minute chacun, même pas en 2 mots, les recommandations. En 2 mots, les recommandations. Moi, je vais commencer d'abord. Je me permets de commencer en disant que j'ai entendu depuis le début, notamment sur la question de l'inclusivité, beaucoup de définitions. On a parlé d'inclusivité, d'investissement durable, on a parlé de green bond, on a parlé de services essentiels. Mais je vais lancer un pavé dans la mare et les droits de l'homme dans cette inclusivité. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je regrette que dans les investissements à impact, et en particulier dans le monde francophone, il y ait moins cette notion des droits humains dans la prise en compte de ces investissements inclusifs à impact. Il me semble que le monde anglo-saxon est moins timoré. Ils y vont. Et même sur des questions aussi difficiles, des fois, que des droits civils et politiques, que peuvent être les droits LGBT, la peine de mort. Je vous rappelle que Virgin de Richard Branson, Lush Company a mis des sous sur les questions de peine de mort. AirAsia, pourtant ils sont en Asie, ont mis de l'argent sur la question de peine de mort. Et là, ça, c'est un vrai engagement, en particulier dans le contexte où on voit le mouvement Black Lives Matter, mais plein d'autres qui émergent et où il y a un impact de ces sujets. Donc moi, c'est ma recommandation personnelle de lancer d'être aussi acteur et de se poser cette question. En 2 mots, moins long que moi. Ici, bon, je vais vite faire. Utiliser la crise comme opportunité pour changer, pour faire les changements qui paraissaient rigides il y a quelques années. Ok, David. Moi, je seconderai votre remarque sur les droits de l'homme, mais il a un chapitre dans les principes directeurs de l'OCDE dédié aux droits de l'homme. Maintenant, entre pays, entre États et entre
entre entreprises et personnes en général, il y a des visions très différentes sur les droits de l'homme et si c'est le meilleur moyen d'aborder la question. Mais nous avons un système pas de règlement, je ne sais pas comment l'appeler en français, mais c'est un système de conciliation un petit peu en vertu des principes directeurs qui permettent à des ONG notamment de porter des plaintes contre les entreprises multinationales devant nos points de contact nationaux. Or, depuis qu'on a intégré les droits de l'homme pleinement dans nos principes directeurs en 2011, plus de la moitié des plaintes sont formulées en termes de droits de l'homme. Donc, ce n'est pas un langage unique, mais c'est un langage absolument intégré dans le débat pour les entreprises comme pour les autres. Pierre-Alain. Vous avez vu comme j'étais concis, donc en fait, j'ai chanté l'étape droit humain parce que, vous savez, après beaucoup de militantisme, l'accès à l'eau a été reconnu comme un des droits humains et donc on a un socle juridique. Notre problème est l'implémentation. L'implémentation. Ah, la mise en œuvre, là, pardon. La mise en œuvre. Moi, je dirais accompagnement et éducation des acteurs, du coup, dans ce domaine. Et en particulier, c'est notre rôle à l'AMF pour tout ce qui relève des marchés financiers. Donc, voilà. Pierre de Gaëtan. Donner les moyens aux collectivités locales pour renforcer les compétences de leurs partenaires. Et voilà, parce que c'est la question de la gestion des projets, l'implémentation. Ça suppose qu'on ait également sur ces territoires-là des gens qui sont en capacité building pour justement accompagner ces investissements qu'on fait, quoi. Allez les Girondins. Hugues, pour terminer. Alors, je vais faire deux mots. Je vais renverser droit de l'homme. Il faut aussi des hommes de droit. Les avocats, toujours les avocats. Oui. Je vous remercie d'avoir été plus concis que moi et je remercie Afeksio Mutendi et Stéphanie Kerbar pour cette initiative. Merci à tous et à toutes. Merci.